Vous écoutez IDFM, il est 15h. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission Un bout de chemin ensemble avec Isabelle Gons et mon invité. Une émission qui parle de la vie, qui donne des pistes pour s'épanouir, mieux vivre la relation avec les autres, avec soi-même, avec le monde. Nous allons parler aujourd'hui d'une thérapie qui fait le lien entre le corps, le cœur et l'âme, qui peut nous aider à guérir les blessures de naissance, les freins dus à notre histoire également, à notre famille, les maladies du corps ou de l'âme, en accédant à toutes ces ressources, à toutes les ressources dont nous disposons chacun. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Chomeil, qui a créé la biopsychosynergie et également la thérapie archétypale. Bonjour Bernard Chomeil. Bonjour. Bienvenue sur IDFM Radio Anguien. Merci. Ce n'est pas votre première, vous êtes déjà venu à plusieurs reprises sur notre antenne, à l'occasion de la sortie de certains de vos livres. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour reparler de cette pratique que vous exercez maintenant depuis 25 ans environ. Alors, vous vous définissez comme un analyste énergéticien. Donc, vous appuyez à la fois sur les mots, M-O-T-S, ce que la personne va vous dire, et également sur les mots M-A-U-X, ce que son corps exprime, ce que vous allez ressentir à travers le contact avec son corps. Et donc, vous faites un diagnostic pour aider cette personne à se libérer de quelque chose, d'une maladie, d'un frein, de quelque chose qui l'empêche finalement de vivre pleinement épanoui. Alors, parlez-nous de cette approche personnelle, comment vous l'avez développée, sur quoi vous vous êtes basé et pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans finalement. Moi, je suis parti au départ de mon histoire, de mes soucis, de ma vie et d'un désir d'en apprendre plus sur moi et sur les autres. Et j'ai fait une analyse et dans l'analyse que j'ai faite, je me suis dit que c'était bien de comprendre l'histoire de la personne, mais que c'était encore mieux de pouvoir la libérer quand on tombait sur des choses lourdes, des choses pénalisantes, des choses freinantes, et qu'il y avait certains comportements, certaines émotions, certains traumatismes qui étaient conséquents de l'histoire de la famille ou de son histoire personnelle, de sa naissance à aujourd'hui, et que on les détectait par l'analyse de la psychothérapie, mais qu'après il y avait une approche qui pouvait être plus énergétique et plus subtile, qui permettait de défaire la charge mémorielle et émotionnelle. Alors au départ, je précise que rien ne vous prédestinait à devenir psychanalyste ou thérapeute. Vous aviez une enfance heureuse en Afrique, 5e enfant d'une grande famille. Vous avez fait des études de droit. Vous avez été prof de droit en fac, directeur d'une agence de voyage, directeur d'une salle de sport aussi, je crois. Oui. Voilà, donc une vie très 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 riche, très complète. Et pourtant, vers 30 ans, je crois, vous vous intéressez. Ans, oui. Voilà, vous vous intéressez effectivement à autre chose. C'est ça, à 33 ans, ma vie a été bousculée par les événements, par un grand déménagement, quitter l'Afrique notamment, dans des conditions un peu difficiles. Et là, je me suis dit, parmi les expériences que j'avais menées, qui étaient toutes heureuses, je me suis posé la question, en m'arrêtant bien sur moi et sur ma vie, en me posant la question, qu'est-ce que je veux faire? Voilà, à 33 ans, c'était nécessaire de prendre une décision pour les années d'après. Et là, je me suis dit, dans tout ce que j'ai touché, c'est ce qui m'a plu le plus, c'est les autres, c'est les aider à avancer. Je me suis occupé d'enfants, je me suis occupé de gens qui venaient dans la salle de gym, je me suis occupé de gens qui faisaient des voyages, et puis je me suis occupé aussi d'étudiants à qui je devais transmettre une connaissance. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de soigner. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc là, vous vous formez à la naturopathie, vous suivez vous-même une psychanalyse jungienne, c'est ça? C'est ça. Vous vous formez, vous approfondissez, etc. Et assez rapidement, vous avez envie finalement de créer votre propre approche, en faisant une synthèse entre différentes choses, et notamment en vous basant sur la démarche archétypale de Jung. Vous pouvez nous rappeler à nos auditeurs de quoi il s'agit? Qu'est-ce que cette démarche? C'est-à-dire que quand effectivement mon histoire s'est positionnée dans la libération de certains événements, je me suis dit il faut que je me penche sur qu'est-ce qui m'est arrivé de global dans mon histoire, dans ma famille. C'est quoi la principale blessure qui s'est répétée? Et puis là, je me suis dit en fait, il y a des séries par exemple d'abandon dans ma famille sur des générations qui ont installé chez moi un sentiment d'abandon et une recherche du contraire du sentiment d'abandon, qui est le sentiment d'appartenance.
être bien dans ce monde, pour ce monde, voilà, tout simplement. Donc en fait, comme j'étais en analyse jungienne, je me suis rendu compte qu'il y avait des schémas collectifs universels, qu'il y avait des histoires qui se produisaient chez tout le monde et qu'on appelait des archétypes parce que c'est des formes de pensée collectives nourries par les émotions, les actions, les réactions des gens. Alors donnez-nous quelques exemples d'archétypes pour qu'on comprenne bien de quoi ça retourne. Dans les archétypes jungiens, on va parler d'archétypes mythologiques comme par exemple l'animus, l'animal, le masculin, le féminin. Mais dans les archétypes que j'ai pu mettre en place, j'ai essayé de les socialiser, ces archétypes, c'est-à-dire de les rendre beaucoup plus adaptables à la vie de tous les jours, pas quelque chose d'idéologique ou de philosophique, ni même pas trop intellectuel, mais très concret, c'est-à-dire par exemple la reconnaissance et la non-reconnaissance, c'est-à-dire le bien-être et son contraire, le mal-être, c'est-à-dire le pouvoir et son contraire, l'incapacité, la joie et la tristesse. Et j'ai mis en place une classification d'expériences humaines que j'ai positionnée dans des formes archétypales au nombre de 22 problématiques humaines et 22 ressources que j'ai mises ensemble. Et puis là, j'ai fait un vrai choix, là philosophique, théosophique, idéologique, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas un choix existentiel, qui était de mener les gens de la problématique, qui en général les conduisait à consulter. Les gens consultent parce qu'ils vont pas bien. Donc ils venaient avec leur histoire, donc je détectais leur histoire à travers leurs maladies, les événements, leurs blessures, leurs émotions, leurs pathologies. Et puis l'idéal, c'était qu'on puisse partir de la problématique et d'accéder à des ressources qui étaient cachées. Donc par exemple, quelqu'un qui a vécu des dépendances et qui sait que dans sa famille, il y a eu des dépendances, pour moi, c'est une personne avec d'autres personnes dans la famille qui est capable d'expérimenter la liberté. Et donc, pour ces 22 archétypes, j'ai mis une polarité entre l'ombre et la lumière, entre la ressource et la problématique. Et l'objectif de la thérapie archétypale, par une dynamique archétypale, c'est de conduire, d'accompagner les gens de la problématique à la ressource. D'accord. Donc, il y a toujours une vision optimiste des choses. Finalement, vous pensez, vous êtes profondément convaincu que la personne a les ressources en elle pour passer de la part ombre à la part lumière. Oui. En tout cas, je pense que c'est un potentiel qu'on a tous et que parfois, l'histoire nous montre que il y a des gens qui sont dans des blessures qui sont tellement lourdes, tellement fortes que ça leur est extrêmement difficile, voire impossible de s'en défaire. Mais l'espoir qu'il y a dans ça, c'est de dire que si eux, ça n'est pas possible, pour eux ça n'est pas possible, il peut y avoir quelqu'un dans leur famille qui peut déclencher. Et donc par exemple une vieille personne qui serait au bout du rouleau et qui n'est pas prête à changer peut très bien avoir un enfant ou un petit enfant qui serait prêt à changer. Et si cette personne-là vient pour consulter pour des raisons X ou Y, de maladie d'enfant, de reflux, etc., elle peut être amenée à contacter la blessure familiale et à la transformer. Comme on a envie de transformer le monde. D'accord. Alors il y a un lien également avec les tarots de Marseille, les lames, il y a également 22 lames, cartes dans les tarots de Marseille. C'est un lien direct entre les cartes que vous avez créées et puis celles du tarot? Je sais pas, par exemple, la carte 13, c'est la corporisation dans le tarot des archétypes et c'est la carte sans nom dans le tarot classique, c'est-à-dire la mort entre guillemets qui est une mort symbolique. Donc oui, il y a un véritable lien, un lien idéologique, on appelle ça les lois de la tradition, entre les 22 problématiques ressources que j'ai identifiées et que j'ai illustrées sous forme d'un tarot, d'un jeu de cartes, et les 22 lames de tarot classique, effectivement. Alors ça, c'est un outil que vous utilisez dans les thérapies, puisque je précise que donc vous êtes essentiellement thérapeute actuellement, vous recevez des gens dans votre cabinet en individuel, vous formez également des personnes à exercer comme vous, vous faites des conférences, vous écrivez des livres, vous en avez écrit plusieurs, notamment deux, oui, le tarot des archétypes, qui s'accompagne d'un jeu de cartes également. La thérapie archétypale et le pouvoir de notre pardon, qui est en cours de réédition actuellement. Donc vous avez cette activité assez variée. Le tarot, c'est un outil seulement. Oui, tout à fait. Vous avez aussi d'autres outils, d'autres manières de d'approcher le tarot pour moi est un outil ludique. C'est-à-dire que ça permet à des personnes, des fois aux enfants, mais des fois des personnes très rigides, très enfermées dans leur mental et dans leur raisonnement, et parfois dans leur maladie, de voir une image où il y a des couleurs, où il y a des allégories, où il y a un mouvement,
et qui interpelle leur inconscient, interpelle l'enfant intérieur, et qui du coup leur fait voir les choses autrement que la façon dont ils l'avaient au départ. Alors à côté de ça, vous travaillez aussi beaucoup sur l'énergie, hein, donc Oui. d'où le nom de biopsychosynergie, Oui. psychoénergie. Ça, c'est quelque chose que vous avez développé, travaillé. C'est un don de naissance. C'est quelque chose comment vous avez accédé à ce travail sur l'énergie? Alors, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle analyste énergéticien, c'est qu'il y a cet aspect analytique qui est basé sur la thérapie archétypale, puis il y a cet aspect énergétique qui est basé sur la biopsychosynergie. Et je pense que de ce dont je me souviens, je crois que j'ai ressenti des choses parfois avant de pouvoir les verbaliser. Et que c'est par ce ressenti que parfois vous faites un toucher, une main sur l'épaule, une caresse dans le dos pour soulager un enfant, une marque d'élan pour l'encourager à y aller, une consolation qui peut être un regard, qui peut être une parole. Et je pense que j'ai senti les choses, beaucoup de choses, avant de pouvoir les comprendre. Et donc dans mon approche thérapeutique, dès que je suis rentré dans la voie thérapeutique, j'ai été confronté à des choses concrètes, à des techniques, donc naturopathie, mais aussi énergétique, analytique, et puis des choses que je ressentais. Et j'ai essayé de faire un mixte entre ce ressenti et ce que je captais et la façon de pouvoir provoquer un geste qui puisse faire du bien. Alors il y a beaucoup de médecins qui vous envoient des patients. D'ailleurs moi c'est comme ça que j'ai fait votre connaissance. Hein. C'est un médecin généraliste qui m'a dit écoutez, moi avec certains patients j'y arrive pas. Il y a des problèmes qui sont pas de mon ressort et du coup je travaille en binôme avec Bernard Chaumet. Je lui envoie des patients et vous me disiez que 70% des personnes qui viennent vous voir sont envoyées justement par des médecins. Oui, c'est énorme. C'est vrai que j'ai la chance d'abord d'avoir des médecins qui me consultent en tant qu'être humain normal. Enfin normal pour eux-mêmes, mais avec des soucis qui sont parfois lourds de leur travail et puis du peu de temps qu'il leur reste pour s'occuper d'eux. Et dans un désir de compassion et puis de soins pour les autres, mais des fois on s'oublie. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me viennent de la part de ces gens-là, et notamment de gynécologues, de médecins généralistes, de spécialistes, de chirurgiens, de pédiatres, de psychanalystes, qui, quand ils découvrent un foyer d'émotion ou un foyer de mémoire derrière la pathologie qu'il doit soigner ou l'humeur qu'il doit soigner, il se dit ça serait bien que cette personne elle fasse un petit travail pour se défaire de quelque chose de plus profond qui se voit pas. Psychosomatique finalement. Exactement. Alors dites-nous juste en quelques mots, puis on y reviendra tout au long de l'émission, mais quels sont les types de problématiques pour lesquelles on vient vous voir le plus souvent? Qu'est-ce que vous prenez régulièrement en charge? Quels sont vos points forts, si je puis dire. Enfin, pourquoi on vient vous voir? Oui, enfin, je vais dire que mes points forts, ils sont plutôt en lien avec les points faibles de ce qui se passe dans le monde actuellement. Hein, les gens sont malades de la même chose. Donc, c'est le problème d'identité avant tout. On ne sait pas qui on est. Hein, donc, la dévalorisation, le conflit avec soi-même, c'est souvent ça. Après, cette dévalorisation, ce conflit avec soi-même, on s'éloigne tellement de qui on est par essence que du coup, on somatise. Et donc j'ai des gens qui viennent avec des grosses somatisations, des cancers, des lourdes pathologies, des maladies chroniques. Des choses aussi lourdes que le cancer. Oui. Des gens qui viennent juste d'apprendre qu'ils ont ça et qui sont effrayés et qui ont besoin de donner du bon sens à leur histoire pour se faire bien soigner. Des gens qui se font soigner, qui ne s'en sortent pas et qui ont besoin d'un autre regard pour aller de l'avant, même s'ils doivent aller jusqu'au bout de leur maladie, mais avec quand même de l'amour, de l'espoir, de la confiance, un intérêt, du bon sens. Et pour quel type de problème de santé justement? Cancer. Cancer, toutes les maladies chroniques qui existent, maladies de Crohn, maladies d'Alzheimer. Enfin, l'Alzheimer, non, en général, on a peu de ces personnes-là, ou alors tout au début, parce qu'après c'est trop tard. Mais toutes les grosses maladies chroniques, et puis les cancers, bien évidemment, il y a le choix, voilà. Après, je vois beaucoup d'enfants aussi qui sont dans des problèmes d'identité depuis la naissance, et qui sont peut-être mal nés ou qui ont été malmenés, qui sont restés avec des lourdeurs de leur naissance, par exemple des non-désirs, des abandons en couveuse qui n'ont pas été perçus comme des abandons, mais qui leur ont provoqué des peurs et un sentiment de solitude important, des risques de mourir en même temps qu'ils naissaient, donc ils les ont mis dans le conflit vie et mort. Après tout des ça, vrais abandons, qui ont besoin d'être guéris. Exactement. Des ados qui sont dans l'ambiguïté de leur identité, qui se cherchent, qui quittent un plan
pour aller vers un autre et qui sont pas encore libres d'être autonomes, donc qui sont parfois rebelles, qui sont parfois perdus, qui sont parfois exilés même dans un monde illusoire à coup de pétard ou autre qui leur donne le sentiment d'être bien alors qu'ils sont mal, jusqu'à temps qu'ils réagissent, jusqu'à temps qu'il leur arrive quelque chose. Des personnes qui vont mourir et qui ont besoin de bien mourir, et puis des conflits familiaux nombreux. Alors on va creuser tout ça dans la suite de l'émission, mais en attendant je vous propose d'écouter un morceau de musique, Barbara Göttingen. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. C'est la mélancolie même, à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Restez avec nous sur IDFM Radio Enghien avec Isabelle Gons dans l'émission Un bout de chemin ensemble et mon invité d'aujourd'hui Bernard Chomeil qui est analyste énergéticien. Alors Bernard Chomeil, on parlait des différentes personnes que vous prenez en charge dans votre cabinet, notamment les problèmes de mémoire de naissance, les problèmes de deuil non fait, de divers traumatismes et de maladies également comme le cancer ou d'autres choses. Dites-nous comment se passe une consultation chez vous, la première consultation. Voilà, une personne vient vous voir, elle est envoyée par un médecin par exemple qui pense que votre apport peut être intéressant. Comment ça se passe la première fois? Alors le premier contact, et c'est un contact d'écoute. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir, elle a besoin de savoir qui je suis, qu'est-ce que je peux, sans rentrer dans ma vie ni dans les détails, mais elle a besoin d'avoir confiance. Et puis si elle a été envoyée par quelqu'un de confiance, c'est en grande partie gagné. Après, de la même manière, moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'elle attend et qu'est-ce qu'elle a vraiment. Des fois, on a des mots qui en cachent d'autres. C'est l'arbre qui cache la forêt. Donc il y a une première partie d'écoute où on essaye de prendre conscience l'un et l'autre, le patient, le thérapeute, et de mettre en place une énergie qu'on appelle une énergie de confiance qui permet de s'épancher, de dire la vérité, de chercher autre chose, de pouvoir dire les choses sans blesser.
et puis de peut-être parler de choses qu'on n'imaginait pas. Des fois c'est Dieu, des fois c'est l'âme, des fois c'est le pardon, des fois c'est des mots comme ça qui au premier abord sont pas audibles, et puis qui s'ils sont exprimés autrement peuvent avoir une voix de guérison, une voie d'espérance. Ça peut venir dès la première consultation. Vous arrivez à établir ce rapport de confiance. Bien sûr. Rapidement. Par exemple, quelqu'un qui vient à la suite d'un envoi d'un médecin parce qu'il est dépressif, harcelé au boulot, et que son médecin l'a reçu, lui a donné des neuroleptiques antidépresseurs, mais lui a dit vous devriez faire un travail sur vous, et donc aller voir Chomey pour voir s'il n'y a pas derrière ce que je vous soigne, c'est-à-dire votre dépression, un stock d'informations qui se sont déclenchées à l'occasion par exemple du problème professionnel. Et donc la personne, elle arrive confiante parce qu'elle se fait soigner. Moi, je suis libéré du devoir la soigner puisqu'elle est soignée, et donc je n'ai que à écouter l'histoire. Et des fois, l'histoire révèle que ce qui vient de se produire a en fait éveillé, fait ressurgir du passé des histoires qui ressemblent un peu à celle-ci, qui sont lourdes, qui ont été pesantes et qui n'ont jamais été réglées, et qui s'additionnent les unes aux autres jusqu'à créer une charge mémorielle et émotionnelle. Voilà, ça c'est la première partie. Donc identification, écoute, essayer de repérer la problématique de la personne. Des fois elle le sait, des fois elle le sait pas. Savoir qui envoie, parce que ça donne des pistes. Si j'ai une gynéco, ce sera pas la même piste que si c'est un pédiatre ou si c'est un chirurgien qui envoie avant une intervention chirurgicale par exemple. Et puis la deuxième partie, c'est un travail énergétique. La personne s'étend sur la table de soins. Et puis moi, je vais dans des zones de stress avec un toucher particulier, des gestes précis pour libérer les zones de stress des choses qu'on a réveillées pendant l'entretien. Donc en fait, il y a une vraie correspondance entre les mots qui ont été donnés, puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, MOTS, et puis les mots de la personne. Et je pense qu'en énergétique, il y a un vrai lien entre l'histoire de la personne, ses émotions, son comportement, sa façon de penser et ses mécanismes de pensée et ses cellules et l'empreinte cellulaire qu'il y a dans le corps et qui se regroupe dans des zones particulières qui sont des zones d'énergie puissante, qui parfois sont totalement bloquées, qui parfois sont en anarchie. C'est un rapport avec les chakras, les centres d'énergie. Oui, si vous voulez, le système énergétique est complètement en rapport avec les centres d'énergie, qui sont eux-mêmes en lien avec les glandes endocrines, qui sont communément appelées des chakras, qui sont des carrefours d'énergie. Quand vous avez un carrefour d'énergie, c'est comme dans la circulation de la route. S'il y a un carrefour qui est bloqué, les autres carrefours ils coincent. Ou alors il faut prendre d'autres chemins. Et ben c'est exactement pareil en énergétique. On est des plombiers. On fait passer l'énergie d'un endroit à un autre, mais c'est à travers des glandes endocrines. Donc ça, c'est la première séance avec un temps important pour le diagnostic, la parole, etc. Vous avez l'habitude de revoir les gens régulièrement ou il y a des choses qui se résolvent finalement en une seule fois? Oui. Comment ça se passe? Par exemple, pour les enfants, quand ils viennent, les petits, qui viennent pour une mémoire de naissance, on a une problématique très définie. C'est leur première histoire, leur première expérience humaine, c'est leur naissance. Conception, vie fœtale et accouchement. Et toute petite enfance, c'est-à-dire la manière dont ils ont été accueillis, leur façon de naître dans ce monde, les premiers jours, l'allaitement, etc., etc. Et les émotions des uns et des autres autour d'eux. Donc ça, c'est relativement, j'allais dire facile, c'est pas le mot, mais c'est identifiable en tout cas parce que l'expérience est là, elle est pas noyée dans d'autres expériences. Oui, ils sont petits, ils n'ont pas vécu grand-chose d'autre finalement. Si vous retrouvez la même personne 40 ans après, alors, elle a créé des mécanismes, des émotions, des ressentiments, des histoires, et donc il va falloir démêler dans toutes les histoires qu'elle a accumulées la vraie origine de l'histoire, et là parfois ça met plus longtemps. Donc en fait, la proposition, elle est d'une séance dans des cas vraiment très ponctuels comme le nourrisson, et ça peut marcher, on va dire une fois sur deux. Et puis, dans la majorité des cas, je propose 2 séances, une séance d'écoute et puis de repérage du traumatisme et de déblocage du traumatisme en partie, et puis une deuxième séance pour vérifier, ajuster l'énergie. Et après, c'est pas énorme finalement, ça veut dire que c'est très efficace et très rapide. Oui. Par rapport à, je sais pas, les psychanalyses ou même d'autres types de thérapie où on fait 10 séances ou plus. Ça agit quand même oui, assez rapidement. J'aurais une réponse à vous donner par rapport à ça, c'est que je pense que c'est pas le thérapeute qui soigne, c'est vraiment la personne qui se soigne, et c'est la conscience de la personne. Donc vous pouvez faire des prises de conscience pendant une éternité. Si vous déclenchez pas un déclic de guérison, ben vous continuez. Si vous déclenchez un déclic de guérison qui est totalement intemporel, qui peut être 2 secondes, 3 secondes, un enfant, par exemple, quand il a décidé de plus être en colère, c'est maintenant.
eh ben c'est fini. Donc pourquoi pas, effectivement, on peut penser que ça peut être rapide, en se donnant quand même le droit que ça ne soit pas rapide parce qu'on est compliqué. Voilà. Alors vous dites que votre rôle, c'est pas forcément de guérir, mais d'initier l'envie de guérir chez la personne. Oui. Donc en d'autres termes, vous n'avez pas vraiment d'obligation de résultat, mais plutôt de redonner l'énergie qui va. Oui. Et tout le monde n'a pas envie de guérir finalement. Ah ben bien sûr, il y a des gens qui sont attachés sans le savoir à leur état de victime, à leur état de maladie. Si vous êtes habitué à fonctionner d'une certaine manière, si on vous libère de ce qui vous a mis dans ce fonctionnement, la première question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que je vais devenir, qui je vais être si je suis plus malade, par exemple. On perd son identité, voilà, en quelque sorte. Vous êtes veuve. Vous avez, je pense à un exemple d'un veuvage qui a duré un certain temps, 5 ans, d'une femme jeune qui a perdu son mari jeune. Au jour où la thérapie a fonctionné, alors à ce moment-là, son veuvage, il est terminé. C'est-à-dire que nous, on dira en thérapie énergétique qu'elle a fait son deuil, c'est-à-dire qu'elle a fait la démarche de la mort et qu'elle a pu l'encaisser, qu'elle a pu la vivre, la pardonner, s'en rendre riche, et que du coup, elle aime plus la vie maintenant qu'elle a compris la mort de son conjoint. Et là, on est dans effectivement une opportunité de voir les choses complètement autrement. Donc alors, excusez-moi, mais on est du coup libre, comme on n'est pas médecin. On n'est pas dans la volonté de garder à tout prix la vie. On n'est pas dans la volonté de guérir parce que je me positionne pas comme un guérisseur, mais plutôt comme un accompagnant pour éclairer et pour permettre à donner du sens à ce qui arrive à la personne pour qu'elle, à un moment donné, elle s'auto-responsabilise et qu'elle décide si elle a envie de changer ou pas. Ou pas. Il y en a certains qui veulent pas changer. Alors, parlons de problématiques précises. Vous dites, par exemple, l'identité féminine. Vous travaillez beaucoup là-dessus. Des gynécologues vous envoient des patientes. Quelles peuvent être ces difficultés, justement, qui tournent autour de l'identité féminine? Alors, l'une des premières identités féminines, c'est l'identité tout court, sans être obligé d'avoir d'enfants. Donc, de vivre la maternité et les problématiques de la maternité, mais juste d'être femme et se sentir reconnue, respectée, heureuse, joyeuse dans ses cellules de femme et dans les lieux du féminin, donc la sexualité, les seins, l'utérus, toutes les zones d'accueil et de création et de transformation de la féminité. Donc ça peut être des femmes, par exemple, qui n'ont pas une sexualité satisfaisante, ou alors qui ont un problème de cancer du sein, ou de cancer de l'utérus. Qui ont été malmenées, qui ont été maltraitées, qui ont été harcelées, qui ont été touchées, qui n'ont pas été aimées par leurs parents, qui n'ont pas été désirées comme une fille. Voilà. Après, c'est déjà beaucoup. Et donc vous arrivez à guérir, à comprendre déjà, à les aider à comprendre, et puis à soulager ces blessures. Je dirais qu'on peut les aider à identifier le mal-être sans aller le projeter sur d'autres choses. C'est vraiment un mal-être existentiel. Je suis pas bien dans ma peau et dans ma peau de femme, par exemple. Et j'ai des raisons parce que il y a des femmes dans ma famille qui ont porté des histoires et moi-même j'ai pas été heureuse dans cette histoire. Donc c'est une histoire que j'ai tendance à refouler. Mes règles, par exemple, peuvent être douloureuses. Si j'ai des règles douloureuses, trop longues, trop abondantes, c'est pas normal. Donc du coup, ça veut dire que je suis pas forcément bien dans mon intimité qui se réveille tous les mois par des réactions hormonales. Donc déjà ça, l'identité. Après, il y a les blessures de la maternité qui sont nombreuses. Il y a la joie de la maternité, mais il y a aussi la blessure, la perte d'enfants, les naissances difficiles, les avortements, les fausses couches, les césariennes, les naissances provoquées, les désillusions. Prenons l'exemple de la césarienne. Vous dites que c'est un traumatisme qui peut être important pour la femme et qu'on a besoin de s'en occuper. Oui, je dis que en tant qu'analyste énergéticien, j'ai eu la chance de pouvoir ressentir avec compassion la blessure d'un utérus et dans la majorité des cas, on va dire, et d'une cicatrice de césarienne. Et je pense que c'est une cicatrice qui mérite une attention particulière parce que elle a des raisons très analytiques de mériter ça. D'abord parce que quand on met au monde un enfant par césarienne, on met au monde par le monde médical, c'est-à-dire qu'il y a un transfert de la capacité à mettre au monde, qu'on pourrait appeler le féminin sacré, de la maternité par le corps médical qui, c'est merveilleux, peut donner la vie à l'enfant et à la mère en faisant la césarienne, mais qui, quelque part, s'accapare le pouvoir mettre au monde. Donc c'est énorme, parce que s'accaparer le pouvoir mettre au monde veut dire le détourner de la personne qui met l'enfant au monde. Donc ça peut laisser des empreintes profondes et des fois pas comprises du tout. La deuxième chose, c'est qu'une naissance par césarienne laisse une empreinte cicatricielle qui est souvent forte, qui est puissante, qui est interne. Donc c'est pas superficiel, ça joue dans la profondeur des tissus
et qu'elle est rattachée, cette empreinte cicatricielle, à l'enfant qui est né. Et je dirais, là c'est l'analyste qui parle de manière assez injuste et parfois assez perverse, parce que la cicatrice devrait être rattachée au père de l'enfant et devrait être vécue en couple et devrait être pensée avec un A et un E par le couple et par le mari, le père de l'enfant, qui devrait avoir un rôle réparateur, restaurateur, thérapeutique dans l'histoire. Et très souvent on met de côté parce que il y a l'enfant, l'émerveillement de l'enfant, la mère vit l'émerveillement de l'enfant et de sa naissance et de la vie et s'oublie dans l'histoire et oublie son ventre. Et c'est quelques temps après, quelques mois, dans la sexualité de la mère, ou quelques années dans l'identité de la mère, que la cicatrice aura besoin d'être restaurée, réparée, pour pouvoir donner la liberté de l'histoire. Il faudra en prendre soin plus rapidement, Oui. que l'homme, le mari, le compagnon s'en occupe également. Exactement, c'est un rôle à redonner, ouais. merveilleux, à attribuer, et dont l'homme est capable. C'est la meilleure des mains thérapeutiques qu'il puisse y avoir, parce que c'est normalement une main aimante, hein, qui connaît la personne et tout, et puis qui a de la compassion pour ce qui s'est passé, et qui est responsable, quelque part, aussi, de l'histoire. Donc, dans la logique des choses, ça devrait être magnifique. Nous allons faire à nouveau une pause et écouter cette fois-ci les Bee Gees, Night Fever. On the wing of the air,
Oui, vous êtes toujours sur IDFM Radio Enghien avec Isabelle Gons, l'émission Un bout de chemin ensemble et mon invité d'aujourd'hui Bernard Chomeil qui est analyste énergéticien. Alors nous avons en ligne le docteur Jean-Paul Ferraud qui est donc généraliste dans l'Oise et qui a l'habitude de travailler avec Bernard Chomeil qui lui envoie justement des patients. Docteur Ferraud, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Madame Gons. Bonjour Bernard. Bonjour. Voilà, merci d'accepter de témoigner. Alors, dites-nous dans quel type de problème, pour quel type de patient finalement vous avez recours à Bernard Chomeil. Dans quel cas vous sentez que c'est pas de votre ressort et qui pourra vous aider ? D'accord. Alors bon, j'ai appris à connaître Bernard Chomeil à travers mes patients. Et puis connaître le travail qu'il faisait, qui est souvent bienfaisant pour le patient. Nous, en tant que médecin, on soigne le corps physique, et j'ai compris à travers lui qu'on avait aussi un corps énergétique dans lequel il y a des empreintes mémorielles, émotionnelles, d'affection, de choc. Donc, j'en vois facilement Bernard Chomeil quand une histoire est un peu compliquée. Ça peut être des abandons. Donc abandon, ça peut être à la naissance, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être une perte d'emploi. Alors ça c'est les causes en fait, mais ça s'exprime comment dans le corps finalement ? C'est les gens qui viennent vous voir pourquoi ? Ils viennent pas vous voir pour un abandon, par exemple ? Non, ils viennent pour un mal-être. Oui. Et en tant que médecin, on soigne l'anxiété, on soigne la dépression. Oui. Et en discutant avec la personne, on se rend compte que il y a quelque chose là derrière. Et bon, les médicaments, avec ça, on pense un petit peu l'appeler. Je suis désolé, je suis en consultation. Merci de nous prendre tout de même. Donc, on pense avec nos médicaments, nos moyens de médecin. Enfin, mais bon, avec Bernard, il permet de débrouiller un petit peu l'histoire, de tomber sur les choses qui sont compliquées, qui font mal, et puis de donner un sens à l'histoire et d'aller vers quelque chose de positif, quoi. Alors, ce qui est important, c'est que vous suivez ensuite les patients à deux. Enfin, les patients reviennent vous voir. Je pense que c'est une ouverture d'esprit qui de mon côté, qui permet aux gens d'être pris en charge simultanément. Et de son côté, Bernard, lui, il soigne tout, il démonte l'histoire et il fait un soin énergétique que moi je ne peux pas faire. Oui. Alors bon, il y a ces histoires d'abandon, il y a aussi souvent des mémoires de naissance, aussi des chocs émotionnels vécus par l'enfant qui peuvent ressortir plus tard dans sa vie, et un petit choc va faire ressortir cette émotion qui était restée enfouie et qui ressort à ce moment-là, quoi. Donc finalement, c'est souvent des gens qui viennent vous voir pour des problèmes de dépression ou de mal-être, plus que des problèmes physiques, c'est ça ? Alors, il y a souvent un mal-être, mais il peut y avoir aussi parfois un problème physique qui est rattaché à une blessure, quoi. D'accord. Et c'est d'eux-mêmes, ils vous en parlent assez facilement, ou c'est vous qui vous dites, tiens, il y a peut-être anguille sous roche Voilà. C'est ça, bon, il y a une écoute, quand même. Comprendre que la personne vit quelque chose, qu'elle a du mal à ressortir d'elle-même. Et là, bon, c'est facile pour moi, après, d'envoyer voir Bernard qui explique l'histoire, qui donne un sens, quoi. D'accord, très bien. Écoutez, alors, merci beaucoup. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, mais c'est parfois émerveillant, quoi, des soins qu'il peut faire à des enfants, des césariennes, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de belles choses à découvrir et voilà, à penser. En tout cas, c'est chouette d'entendre qu'il y a des médecins comme vous qui sont ouverts à une collaboration avec des approches moins médicamenteuses, moins traditionnelles. On travaille pour le bien-être de la personne, ouais. Donc bon, en tant que médecin, j'œuvre pour le bien-être. Si après quelqu'un peut aider, voilà. Voilà, c'est bien de voir que c'est pas tout blanc ou tout noir et qu'on peut travailler ensemble, quoi. Tout à fait, tout à fait. Super. Merci beaucoup. On vous laisse avec vos patients, alors, docteur Ferraud. Merci d'avoir témoigné. Au revoir. Bonne soirée, Jean-Paul. Voilà. Au revoir.
Donc effectivement, une collaboration qui fonctionne bien avec lui ou avec d'autres médecins. On aura tout à l'heure une personne qui s'occupe d'enfants aussi qui va témoigner, de bébés, de jeunes enfants. Alors là, j'ai envie de vous aiguiller un petit peu sur d'autres types de pathologies. Par exemple, les douleurs de dos. C'est un truc qui touche énormément de monde. Qui n'a pas mal au dos? Est-ce que vous avez des exemples de patients peut-être ou de cas où effectivement ce mal de dos s'explique vraiment par une cause on va dire quelque chose psychique, voilà. Oui, psychique. Oui, je pense que bon, je ne suis pas kiné, je ne suis pas kinésithérapeute, je ne suis pas même technicien de santé physique, mais j'en vois des gens comme ça quand je sens que le problème de dos est mécanique. Mais ce que j'ai détecté souvent, c'est que d'abord, des gens qui sont dans la mécanique peuvent m'envoyer des gens qui ont mal au dos parce qu'ils ont détecté qu'il y avait quelque chose de psychique qui était là et que donc effectivement un mal de dos, une lombalgie, une sciatique, une hernie discale peut très bien être en lien avec une surcharge de responsabilité ou professionnelle ou familiale à droite ou à gauche, donc vraiment émotionnelle. On va dire à gauche quand c'est familial et etc. ou professionnel, ce serait plus à droite dans des responsabilités comme ça de boulot et que quand on en parle avec le patient et qu'on fait un travail d'ajustement de polarité et de libération du stress qui est occasionné par la responsabilité, le sentiment de devoir, les habitudes de fonctionnement, l'exigence, les défis, le vouloir être parfait, on libère complètement des tensions. Voilà. Et ça peut se faire assez rapidement. Ça peut se faire, voilà. Parfois, mais par contre, je peux vous très honnêtement vous dire que quelqu'un peut venir en pensant que je vais lui faire du bien et si c'est mécanique, je lui ferai rien du tout de bien parce que je pourrais que lui donner une bonne adresse pour qu'il aille se faire manipuler et remettre dans l'axe. Mais voilà, mais on peut comprendre qu'en fait tout désaxement de l'être de la personne, donc dans son axe jambe droite, jambe gauche, et donc bassin, et donc colonne vertébrale, épaule et crâne, correspond à un désaxement de comportement. C'est quand on est en dualité entre une chose qu'on a envie de faire et une autre qu'on n'a pas envie de faire, quand on est en conflit, très souvent, il y a des désaxements comme ça. Alors une chose qui me paraît, moi, étonnante toujours, c'est quand on parle des cancers et de ce qu'on peut faire avec les cancers. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est quand vous dites, on est responsable de ce qui nous arrive. Ça veut dire que si on a un cancer, on est responsable du cancer qui nous arrive ? Alors c'est vrai que quand on fait un raccourci, qu'on parle de responsabilité par rapport à des grosses maladies comme ça fait peur. Ouais, ça culpabilise ça peut aussi mettre en colère, ça peut culpabiliser. Mais quand même, j'assume cette idée que je pense qu'on est responsable de tout et que, par exemple, le monde aujourd'hui. Je réponds en faisant une pirouette, mais le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est pas tout beau, il est plein de choses qui nous conviennent pas. Et à chaque fois que les gens se plaignent de ça, je leur dis, c'est votre monde. Dans votre famille, ça va pas bien, mais c'est votre famille. Donc il y a une responsabilité qui doit être prise en compte pour pouvoir mettre en place une capacité à transformer les choses. Donc je dis oui, en toute légitimité, je dis que quand on est malade et quoi qu'on somatise, ça vient de nous et ça vient d'un désordre en nous, pas d'une faute en nous, pas d'une faute. Donc pas de culpabilité à avoir. Juste le côté positif de la responsabilité, c'est qu'on peut y changer quelque chose. Exactement. Éventuellement. C'est qu'on peut c'est qu'on peut être responsable et non pas coupable. Si on tombe dans le sentiment de culpabilité, alors on met l'échec en plus de la souffrance. Et là, franchement, avec deux choses négatives, c'est difficile d'en sortir. Et peut-être aussi responsable et pas victime. Exactement. Ouais. Si on met à la souffrance une énergie positive, qui est la responsabilité, qui sous-entend que quelque chose a été pris en compte, qu'on a pris conscience, et que ça a du bon sens, parce que si on est responsable de quelque chose qui est vécu et qui aboutit, c'est la conséquence de choses faites. Donc c'est la loi de cause à effet. J'ai fonctionné comme ça 10 ans, la 11e année, je me fais une maladie, c'est logique. D'accord ? Ou ma famille a fonctionné comme ça, et donc moi j'écope de la maladie de la famille aussi. Exactement. Ça peut être ça. Vous avez un foie qui a été maltraité sur des générations, un foie FOIE. Ça serait étonnant que un enfant qui vienne d'une famille où le foie a été maltraité arrive avec un foie parfait. Il va arriver avec des difficultés mécaniques, fonctionnelles du foie, qui l'amènera à travailler des choses psychiques qui sont liées au foie, qui sont la tolérance, la tempérance, qui sont la patience, qui sont de ne pas se mettre en colère, qui sont de libérer la violence par la paix, etc. Ça va être les démarches thérapeutiques qui vont avec un foie contrarié, qui est l'organe de l'autorité, de l'abus de pouvoir, de la violence.
Alors j'imagine que vous avez aussi beaucoup de personnes donc qui viennent vous voir pour des dépressions qui s'expliquent pas vraiment et auxquelles vous aidez à donner un sens. Oui, peut-être. parce que les dépressions, les fausses dépressions aussi, parce que la dépression est une maladie de société, hein, donc c'est vraiment fréquent. Aujourd'hui, on parle de burn-out, il y en a beaucoup. Les médecins font attention, ils ont des consignes par rapport à ça, donc il est très facile de les diagnostiquer burn-out dès qu'on dépasse un seuil de tolérance physique, comportementale, sommeil, digestion, problème de peau, tension, nervosité, etc. Paf, on est burn-out. Et burn-out, moi, quand j'accueille quelqu'un qui est là-dedans, ma première réaction, vous allez dire que je suis parfois trop positif, mais c'est de me dire, cette personne-là, elle s'est stoppée. Elle a stoppé son élan parce que c'est pas un bon élan. Elle a stoppé un mode de fonctionnement parce que c'est pas un bon fonctionnement. Et donc elle se rend malade et elle arrive à consulter un médecin pour ça, en ayant l'audace, l'humilité de dire j'en peux plus. Et le médecin valide en disant vous n'en pouvez plus, c'est bien normal vu ce qui vous arrive. Et si elle ose venir se faire soigner autrement, alors c'est qu'elle a une intention derrière la tête qui est de faire autrement. Donc pour vous c'est positif. Ah oui, ouais. Et donc on va accueillir le diagnostic en disant c'est le moment de changer quelque chose. C'est quoi? Racontez-moi votre vie pour qu'on voit qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous avez envie de changer. Je donne un exemple très court, quelqu'un qui serait licencié. Il va arriver la tête basse et pas que la tête parce que vraiment c'est une marque d'impuissance, de rejet, etc. Donc d'échec. Quand j'écoute l'histoire de la personne, très souvent j'entends que ça fait des années qu'elle dit j'en ai marre de ce boulot, tous les matins je me fais suer, je voudrais changer, je voudrais faire autre chose mais je peux pas, je voudrais faire une conversion professionnelle, je peux pas. Quand j'accueille quelqu'un comme ça, je verrai tout de suite s'il n'y a pas l'opportunité dans le licenciement de faire enfin ce qu'on a envie de faire. Par contre, le rationnel m'amènera à vérifier avec la personne si elle se fait bien protéger par les lois, si elle a bien un bon licenciement, si elle est respectée, si elle touche ses droits, pour pouvoir avoir une conversion qui sera heureuse. Et du coup, le licencieur et le licencié ne se trouveront pas en conflit et en violence, parce que l'un et l'autre se rendront service. Alors, on va faire une dernière pause musicale avant d'accueillir l'ostéopathe qui soigne des bébés, qui va également s'exprimer. On écoute Michel Berger, celui qui chante... Histoire au fond de lui, celui qui chante rejoint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, il cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandir et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante devient si fort que rien au monde ne peut l'atteindre. Celui qui chante a des regards de vrai bonheur au fond des yeux. Il est heureux, malheureux comme nous, il cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui
êtes toujours sur IDFM Radio Enghien avec Isabelle Gons et Bernard Chomeil. Nous parlons aujourd'hui d'analyse. Aidez-moi, Bernard. D'analyste énergéticien. Analyste énergéticien, voilà, c'est compliqué comme mot, hein. Oui, mais ça combine bien. Ouais, ça combine bien, ça correspond bien à ce qu'on dit là depuis un petit moment. Alors, nous accueillons maintenant une personne qui témoigne également, c'est Isabelle Stélandre, qui est ostéopathe, fasciathérapeute, kiné, et qui s'occupe beaucoup de bébés, et qui travaille également en binôme avec vous. Bonjour Isabelle Stélandre. Allô? Ah, on l'a perdu. Alors nous allons la rappeler. Donc j'en profite pour vous dire qu'effectivement vous travaillez en binôme, qu'Isabelle Stélandre est justement spécialisée sur les problématiques des bébés suite à des reflux gastro-œsophagien également, sur lequel elle a publié un livre sur le sujet. Oui. Et dans certains cas, eh bien, elle vous envoie des jeunes, des bébés pour que vous les aidiez. Des bébés, des mamans. Et des mamans aussi, oui. Alors, vous êtes en ligne, Isabelle Stélandre? Oui, je suis en ligne. On vous avait perdu. Bonjour, merci d'accepter de témoigner. Bonjour. Alors, dites-nous dans quel cas, justement, vous envoyez des bébés ou des mamans chez Bernard Chomeil. Vous-même, vous êtes spécialisé pour les problématiques de bébés, etc. Dans quel cas vous avez besoin de l'aide ou du regard de Bernard Chomeil? Écoutez, moi je m'occupe de l'aspect des blessures physiques, des tensions qui peuvent être suite aux difficultés au moment de la naissance ou des choses comme ça. Mais j'ai besoin de l'aide de Bernard Chomeil quand je sens qu'il y a un aspect plus émotionnel qui a déclenché des somatisations. Vous pouvez nous donner un exemple ? Disons que si l'accouchement s'est mal passé et que il a été déclenché, par exemple, le bébé peut avoir été bousculé dans son rythme, peut être en colère. Et voilà. Vous êtes sur un portable, Isabelle? Non, je suis sur un fixe. D'accord, il y a des petites perturbations. Ouais. On vous écoute. Bon. Oui, donc j'étais sur l'exemple des bébés qui ont eu un cordon autour du cou, par exemple, qui a pu créer une angoisse. Donc moi, je m'occupe des tensions physiques qui peuvent être liées à cet événement, et donc je fais appel à Bernard pour traiter plus le côté angoisse et qui peut être lié à cette difficulté. D'accord. Et puis aussi en lien avec l'angoisse des parents, c'est-à-dire que il y a souvent à avoir des choses sur un plan familial, et il y a des blessures qui sont de nature d'un héritage familial. Oui, des choses qui se reproduisent, par exemple. Voilà, qui se reproduisent ou qui réveillent des blessures qui sont d'ordre familial. Par exemple, si soi-même on est né dans des conditions difficiles, est-ce qu'on risque de reproduire une naissance difficile pour un de ses enfants? C'est des choses qui arrivent? Oui, c'est des choses qui peuvent arriver, oui, ou des blessures de séparation. Il y a des pathologies familiales qui du coup amplifient la souffrance d'un événement qui pourrait paraître anodin, et qui, du fait du contexte, prennent des proportions beaucoup plus importantes. Ok, très bien. Écoutez, merci pour ce témoignage. On va être obligé de vous laisser parce que le temps passe très vite. On arrive bientôt au terme de cette émission. Okay. En tout cas, merci Isabelle Stélandre d'avoir témoigné donc sur les bébés. Et vous êtes ostéopathe. Je me retourne vers vous, Bernard Chomeil. Donc oui, effectivement. Alors ces problèmes de naissance, on a vu, c'est les forceps, ça peut être les naissances provoquées, ça peut être les césariennes. Oui, les cordons autour du cou. Les sièges éventuellement. Les sièges, bien évidemment. Toutes les choses, toutes ces circonstances qui ne sont pas habituelles et donc on pourrait considérer comme pas normales, peuvent être compensées sans médecin, sans thérapeute, sans rien, par de l'amour. Mais s'il manque l'amour pour compenser, alors il faut des thérapies. Voilà. Et nous, le thérapeute, on est là pour compenser une inquiétude, une attitude qui n'a pas généré forcément la bonne
la bonne énergie de réparation. Oui, parce qu'une naissance compliquée comme ça va jouer aussi peut-être sur l'accueil qui va être fait au bébé. Mais complètement. Les parents vont pas être aussi zen que pour accueillir un bébé. Bien sûr. Imaginez un enfant qui naît avec difficulté et que l'enfant se retrouve séparé de la maman dès la naissance, qu'il est en réa et que la maman ne récupère son enfant que quelques heures après, mais même si c'est qu'une heure, mais des fois c'est plusieurs heures ou voire de journées, automatiquement la maman elle est inquiète. Elle est triste. Or, l'enfant perçoit tout le monde à travers les émotions de sa mère. Et deuxièmement, l'enfant, il est abandonné. Il perçoit le sentiment d'abandon, même s'il a été accueilli par une équipe médicale extraordinaire et que il est humainement aimé. Et il a tout d'un coup été séparé de son contexte de vie et il a automatiquement une réaction existentielle qui peut l'amener dans un sentiment profond de conflit entre la vie et la mort qui peut s'installer jusqu'à temps qu'il voit la question. Ouais, donc finalement tous les bébés qui ont été en couveuse, par exemple, ce serait important qu'ils aient quelques rendez-vous avec quelqu'un qui peut les aider. Enfin, vous ou quelqu'un qui travaille. Franchement, je pense que ça serait une séance ça pourrait être une séance d'ajustement de la naissance qui irait très très bien. Ouais. Et sans compter, puisqu'on est en fin d'émission, mais l'idée aussi que la majorité des gens n'ont pas été reconnus comme des âmes à la naissance. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut concevoir, mais si cette notion d'âme est une réalité, vous imaginez le nombre de générations qui n'ont pas été reconnues et qui ont besoin de se reconnaître. C'est pour ça qu'après ils font tout un tas de thérapies ou de démarches de développement personnel pour arriver à se trouver, à se reconnaître. Si on reconnaît un enfant dès la naissance et qu'on on le met bien dans son existence d'âme et de corps et qu'on fait en sorte que le corps soit accueillant de l'âme et que soit en paix, alors on gagne un temps fou et c'est du bonheur pour tout le monde. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup Bernard Chomey. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais le temps passe très vite avec vous. Alors, le mieux, c'est qu'on donne votre site internet pour les personnes qui veulent trouver plus d'infos. Donc, je vous laisse l'indiquer. Je crois que c'est thérapiarchétypale.com. Voilà, www.thérapiarchétypale.com. Bernard Chomey. Vous êtes à Clichy, en région parisienne, et vous avez donc écrit plusieurs livres, le tarot des archétypes, la thérapie archétypale, également le pouvoir de notre pardon. C'est quelque chose de très important pour vous. Vous faites également vous organisez des stages, des formations. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent approfondir, elles trouveront toutes les infos sur votre site. Un dernier mot peut-être pour conclure? Oui, je pense que le dernier mot, ça serait que les gens osent se faire plaisir, osent se prendre en compte, osent passer du temps pour eux, faire attention à eux. Voilà, vraiment, c'est mon conseil de thérapeute, de valider ce que vous avez déjà fait comme thérapie et pas de courir après de nouvelles thérapies. Valider ce que vous avez fait, de recueillir les fruits de ce que vous avez planté et puis de faire en sorte de vous responsabiliser dans votre capacité à vous rendre heureux. C'est ce que vous appelez soyez ce que vous êtes devenu. Exactement. Voilà. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci chers auditeurs. Je vous souhaite un bel été à tous, de belles rencontres, de belles découvertes. Et puis, écoutez, nous nous retrouvons à la rentrée pour faire encore un bout de chemin ensemble. Oh. La seule émission pour les enfants, c'est ici et nulle part ailleurs. Salut, c'est Anaïs Delva. Contes, chansons, invités, cadeaux et surprises, le samedi de 7h à 9h30. Qui cause comme ça? Salut, c'est Anne Pokora sur Île-de-France FM, Radio Anguin. Casse-Noisette, c'est l'émission de la famille sur la grande radio du Val d'Oise, IDFM, Radio Anguin. Et retrouvez entre 9h et 9h30, Accordéon Jeunesse. C'est Ariel, la petite sirène. Je suis avec Christophe dans Casse-Noisette. Ton émission est formidable. Pour sa 17e édition, Barrière-Anguin Jazz Festival vous invite au concert gratuit de Sean Paul sur le lac d'Anguin-les-Bains le 10 juillet à 15h. Barrière-Anguin Jazz Festival, c'est également des soirées exceptionnelles au Casino Barrière avec Pink Martini featuring Storm Large, César Lopez et Habana Ensemble, Manu Katché, The Stanley Clark Band, mais aussi le village du festival avec des animations et concerts gratuits dans toute la ville du 10 au 13 juillet. Programme complet sur anguin-jazz-festival.com.
Vous aimez danser? Vous aimez les chansons françaises dansantes d'hier et d'aujourd'hui? Vous aimez communiquer en direct avec l'animateur? Alors, rendez-vous avec Ignace tous les lundis matins de 10 à 11h dans votre guinguette sur 98 FM ou sur internet idfm98.fr avec dans chansons et accordéons des années 1900 à 2000. Ici Roberto Milesi. Rendez-vous pour un réveil en fanfare dès 6h15 sur IDFM Radio Anguin. Réveil en musique, votre petit déjeuner matinal à concentré d'accordéon et de chansons. Je vous retrouve du lundi au samedi de 6h15 à 7h sur la première radio du Val d'Oise.